Donc, nous allons accueillir Elisabeth Fournier-Charrière, qui est pédiatre, qui travaille au sein du Centre d'évaluation et de traitement de la douleur de l'hôpital Bicêtre. Elle va nous parler de la validation en post-opératoire de l'échelle Evandol, donc qui est une échelle pédiatrique. Voilà, je vous laisse la parole. Merci, merci donc à l'équipe du CNRD de m'avoir invité pour parler de l'évaluation de la douleur chez le petit enfant, ici donc en post-opératoire. En effet, j'aimerais d'abord rappeler que je suis là le porte-parole de toute une équipe qui a travaillé sur Evandol. Et puis, je voudrais commencer en rappelant le challenge que ça peut être d'évaluer la douleur. Depuis ce matin, on parle de bonnes pratiques et puis on parle d'évaluer la douleur comme si c'était ultra simple, que tout le monde le faisait, quoi, que c'était normal, quoi. Bon, alors, en fait, tout le monde sait que c'est très compliqué et que ce n'est pas simple. Donc, évaluer, si on prend le mot globalement, eh bien, c'est essayer de comprendre au plus près ce que le patient éprouve. Et c'est donc ce que le patient éprouve pour la douleur. Il y a le sensoriel, l'émotionnel, le cognitif, voilà. Il y a besoin d'information, il y a besoin d'une approche progressive, il y a besoin d'empathie. Et comme c'est quelque chose de l'ordre de l'intime, la douleur, de l'ordre du subjectif, tout de suite, il y a un problème de communication entre le soignant et le soigné. Alors, dès qu'on peut parler et décrire sa douleur, c'est en principe plus simple parce que si un patient qui a envie de communiquer sa douleur se trouve devant un soignant qui a envie de savoir ce que son patient éprouve, en principe, ça marche. Par contre, chez les petits-enfants, eh bien, là, on est beaucoup plus démunis et on s'adresse au comportement, à l'analyse du comportement. Le comportement de douleur, eh bien, il est universel, mais en grandissant, on apprend à le contrôler. On peut faire semblant de ne pas avoir mal ou au contraire en rajouter. Mais ce qui nous sauve dans cette situation-là, c'est que les petits-enfants, eux, c'est un peu du brut de décoffrage pour le comportement de douleur. Ils ne le modulent pas avant, je dirais, 6, 7, 8 ans, la grande école, quoi. Voilà. Donc, on va pouvoir effectivement se fier au comportement de douleur. Et c'est comme ça qu'ont été bâtis, bien sûr, tous les scores comportementaux. Alors, pourquoi ? Revenons quand même aux fondamentaux. Pourquoi évaluer la douleur, hein ? Parce que c'est important de la dépister, de la confirmer, et puis c'est surtout pour pouvoir décider du traitement et surtout encore suivre son efficacité les heures et les jours suivants. Et puis bien sûr, il y a aussi l'accréditation qui quelque part oblige à améliorer nos pratiques. Enfin, quel est l'intérêt d'utiliser un outil de mesure, hein, un mètre ruban pour mesurer la douleur? C'est un outil, les échelles. Eh bien, pourquoi ? Parce que c'est bien d'avoir un outil, parce que c'est une référence. On sort de la croyance, on sort du « je crois que, je pense que, moi j'ai l'impression qu'en fait, il a pas mal ». Mais tu sais, il a peur là en fait, hein, il est très anxieux. D'ailleurs, sa mère, bon voilà. Donc, on va toujours essayer d'avoir... On a chacun son opinion. Donc, si on veut avoir une référence, un langage professionnel et partagé, il faut se fier à des critères objectifs chiffrés, accepté par tous, une référence, donc un score. Un score qui va être bien sûr tracé. Alors oui, mais vous me direz, mais évaluer le subjectif, est-ce que c'est bien possible d'être fiable ? Est-ce qu'on ne reste pas toujours finalement subjectif ? Alors c'est un travail évidemment sur lequel beaucoup ont apporté, c'est les psychiatres au départ qui ont travaillé sur l'évaluation du subjectif. À propos de l'anxiété et de la dépression, comment les mesurer, et qui ont donc établi des critères psychométriques pour dire que effectivement un score comportemental, eh bien, donne une bonne idée scientifique, donne une bonne mesure de l'état subjectif du patient. Donc, pour la douleur, on a suivi ces traces-là. Et donc, vous voyez qu'il faut d'abord choisir des items pertinents. Il faut ensuite valider les qualités de l'outil. On vérifie qu'il est sensible, c'est-à-dire qu'il bouge avec le niveau de douleur et qu'il monte ou il descend suivant l'état. On vérifie qu'il est fiable, c'est-à-dire que deux cotateurs trouvent la même score à peu près.
On vérifie que tous les items bougent dans le même sens. C'est ce qu'on appelle la cohésion ou la consistance interne, qui est mesurée par un coefficient aussi. Et puis, on vérifie qu'on mesure bien la douleur et pas autre chose comme la peur, la dépression, la tristesse, l'asthénie, la fièvre, enfin voilà, l'altération de l'état général. Donc, tout ça, c'est important, effectivement, de pouvoir faire une distinction. Mais vous savez quand même que, surtout chez les jeunes enfants, la peur et la douleur aiguë ont des manifestations partagées. Donc, on est toujours à la recherche des items plus spécifiques. Enfin, un outil, pour finir, une fois qu'il a été, je dirais, livré sur le marché, eh bien, on l'utilise ou pas. Une fois qu'il a été validé, eh bien, on l'utilise ou pas. Ça, c'est ce qu'on appelle la validité perçue. C'est-à-dire que est-ce que ceux pour lesquels il était destiné le trouvent agréable et performant. Alors, au fil des années, il y a eu au moins une trentaine d'outils d'évaluation qui ont été bâtis pour l'enfant, pour toutes sortes de situations. Donc, ça devient très compliqué, c'est devenu très compliqué de choisir son échelle d'évaluation selon, évidemment, des critères suivant sa situation. Alors maintenant, plaçons-nous donc du côté des soignants en post-opératoire. De quoi ont-ils besoin? Ils ont besoin d'un score sensible, effectivement, pour bien pouvoir mesurer l'effet des médicaments. Et puis, on sait qu'en post-opératoire, bien sûr, en salle de réveil, ce n'est plus ce que c'était, comme on dit. Et les enfants se réveillent si l'analgésie l'analgésie est en principe anticipée. Et donc, il y a moins de douleur qu'on pourrait le croire. Mais il s'agit quand même d'une douleur aiguë. Et on s'attend à des pleurs et à de l'agitation. En fait, très vite, les enfants se rendent compte que pleurer et s'agiter, ça n'arrange pas les choses. Et donc, ils arrêtent de pleurer et ils restent immobiles. Et donc, c'est cette question du retrait, voire même d'une prostration, ces signes-là apparaissent en fait très rapidement en post-opératoire. Alors donc, cet outil, si on veut qu'il soit utilisé, il faut qu'il soit simple, assez vite rempli, avec des items bien compréhensibles, et puis qu'on ait un seul outil de la naissance à 7 ans serait quand même plus facile. Alors, quelles sont les recommandations aujourd'hui internationales? Eh bien, il y a 3 outils qui sont très connus pour mesurer la douleur des enfants en post-opératoire. L'échelle Cheops et l'échelle OPS ont été les échelles pionnières qui ont été publiées dans les années 87. C'est les premiers scores qui étaient publiés en 1987. Et puis, un peu plus tardivement, mais dans les années 95, l'échelle FLAC, qui est maintenant celle qui est le plus recommandée au niveau international. C'est des échelles qui décrivent un enfant qui crie, voire hurle, s'agite, donne des coups de pied, se débat s'il est attaché. Surtout pour les 2 premières, ça correspond à une sémiologie qu'on n'observe plus trop en salle de réveil aujourd'hui, puisque justement l'analgésie est anticipée, contrairement à l'époque où ces échelles ont été bâties. Alors, elles ont quelques défauts. Effectivement, l'OPS, il n'y a pas la grimace dans les items, et puis il y a la pression artérielle. La pression artérielle, c'est très difficile de savoir quelle est la référence pour un enfant. La Cheops, eh bien, elle décrit une douleur suraiguë avec cet enfant qui se débat. Puis elle a le défaut d'avoir un score qui varie de 8 à 13. Donc c'est quand même un peu compliqué de savoir si on est bon. Et puis, comme on l'a vu, l'immobilité et l'atonie s'installent vite. Et il y a une étude qui a enregistré 150 enfants de 1 à 7 ans qui ont été filmés. Il y a eu plus de 500 vidéos ainsi qui ont été faites. Et les enfants étaient évalués par une équipe qui regardait les vidéos avec toutes ces échelles. Vous voyez, la FLAC, l'OPS, la Cheops et puis une autre échelle d'origine allemande. Et ils ont montré, et parallèlement, eux, ils faisaient un score global à leur avis. Est-ce que l'enfant avait mal à temps, une échelle numérique? Et puis, ils avaient aussi un système de cotation de la grimace qui donnait un score de la grimace. Et ils sont aperçus que finalement, 65 à 75% des enfants douloureux échappaient à ces scores. Et que le pourcentage de faux négatifs augmentait avec la durée de l'hospitalisation. Ça montre bien que l'enfant devient immobile et prostré s'il a encore mal. Et on a vu cette étude extraordinaire qu'à J2, on est susceptible d'avoir plus mal qu'à J1. Que donc le taux de faux négatifs augmentait. C'est pour ça qu'on a tout naturellement pensé évidemment à Evandol.
Parce que Evandol est un score qui se présente comme ça, puisqu'on a fait intervenir un graphiste pour que sa présentation soit plus facile et attrayante. Eh bien, les 5 items retenus, quand on a travaillé sur Evandol, on travaillait pour les urgences, pour élaborer un score pour les urgences. Et là aussi, les soignants voulaient un score rapide et simple. Donc, on a choisi 5 items. Il y a l'expression vocale et verbale, il y a la grimace, il y a l'attitude du corps, est-ce qu'il est agité, ou se raidit, ou se crispe, donc les raideurs et les crispations. La posture, qui peut être une posture localisée antalgique, ou un geste de protection, ou une immobilité. Et vous savez, un enfant, normalement, ça doit bouger tout le temps. Donc l'immobilité, c'est pas normal. Ça peut passer inaperçu, hein, parce qu'il ne dérange personne s'il reste immobile. Et puis la relation avec l'environnement, c'est-à-dire normalement un enfant doit s'intéresser aux gens et puis aux jeux. Et donc quand il a mal, eh bien non, il ne s'intéresse plus. Une originalité d'Evandol, c'est qu'on cote non seulement l'intensité de chaque signe, entre 0 et 3, mais on tient compte aussi de sa permanence pendant la durée d'observation, c'est-à-dire s'il a pleuré un peu, eh bien, ou une petite minute sur les 5 minutes où on l'a observé, ou s'il a pleuré pendant tout le temps d'observation, c'est différent. Donc on aboutit à un source course 15 qu'on a validé d'abord aux urgences, qu'on a publié donc dans la revue PEN en 2012 avec une cohorte de 294 enfants. Là, je ne vais pas vous détailler les critères de validité, ils étaient très bons, avec en particulier un excellent accord interjuge. Alors, cette échelle, oui, on a travaillé pour fixer le seuil de traitement qui est à 4 sur 15. Je ne vais pas vous le détailler aussi pour aboutir à notre propos quand même. Ensuite, cette échelle a attiré beaucoup l'attention et d'autres personnes ont voulu s'en servir. Et donc, vous voyez là une étude au SAMU où ils ont montré qu'on pouvait se servir d'Evandol. Donc là, Michel Galinski était aussi co-auteur de cette étude. Ils ont montré que cette échelle était tout à fait utilisable et pertinente et valide au SAMU. Alors donc, on s'est donc intéressé à Evandol en post-opératoire à cause du succès de ce score qui était de plus en plus implanté en francophonie. Il y a eu des traductions qui ont été demandées d'ailleurs dans d'autres pays et implanté dans des hôpitaux tout à fait en dehors des urgences alors qu'il avait été bâti pour les urgences. Pourquoi finalement il a eu tant de succès? Je pense parce qu'il mesure effectivement toutes les douleurs, qu'elles soient aiguës ou prolongées, ce qui manquait à la FLAC. Donc on a fait une étude multicentrique avec 4 équipes, Rouen, Trousseau, Besançon et une équipe en Belgique qui ont contribué. Et puis la douleur a été évaluée donc avec plusieurs échelles, dont Evandol, à différents moments, vous voyez, depuis l'arrivée en SSPI jusqu'au lendemain. 269 enfants ont été inclus, 71% de garçons, c'est parce qu'il y a beaucoup de chirurgie urologique, un âge, donc des âges assez variés, vous voyez, des chirurgies assez variées aussi. Il y avait de la chirurgie courante comme de la chirurgie d'exception. Et les critères de validation, les voilà. Donc la cohérence interne est très bonne, la fiabilité interjuge, donc là aussi, on retrouve des scores très proches entre les cotateurs. Pour tous ces coefficients, le maximum, c'est 1. Donc d'avoir 0,70, 0,8, 0,9, c'est excellent. Les corrélations avec les autres échelles sont également suffisamment bonnes. On se posait la question de savoir s'il y avait un lien avec l'anxiété. Eh bien, il s'est avéré que le lien était extrêmement faible. Donc c'est intéressant à savoir. On mesure bien la douleur. Et puis vous voyez que, par exemple, en salle de réveil, eh bien, la médiane des scores au bout de 5 à 10 minutes était à 11, après 5 à 10 minutes après l'arrivée en salle de réveil, et après la titration, il chutait à 0. Donc ça montre bien qu'on peut enregistrer l'efficacité d'un antalgique en quelques minutes avec ce score. Consigne de passation, eh bien, notez tout ce qu'on observe. Ça, c'est très important parce que vous savez, on a tendance des fois à ne pas marquer ce qu'on observe. Ah oui, là, il pleure, mais pas de douleur, donc je ne le marque pas, par exemple. Ou bien, là, il pleure, oh, il est trop mignon, mais c'est parce que son doudou est tombé par terre. Bon, vous voyez, des choses pareilles. Alors, après, on rentre tout à fait, effectivement, dans ce qu'on voulait éviter, c'est-à-dire le subjectif, soit par, je dirais, excès d'empathie, quelquefois. C'est-à-dire un enfant qui est trop mignon, on dit, ah oui, ben là, quand même, il a mal, je vais lui mettre 3. Hein. Et puis, ou alors, à l'inverse, des enfants ou des parents qui paraissent moins sympathiques, rouspéteurs, ou voilà, eh bien, on dit non, là, il a pas mal, en fait, c'est un rouspéteur, donc je vais être sous-côté. Donc, il faut toujours garder la tête quand même un peu froide. Donc,
objectivement, qu'est-ce que j'ai vu, je le note. Voilà. Et puis on le fait au repos, à la mobilisation, et puis bien sûr ensuite, après, les antalgiques pour vérifier l'efficacité. Ce qui fait qu'on arrive maintenant au point qu'on peut effectivement conseiller d'utiliser ce score Evandol dans beaucoup de situations. D'abord à tout âge, donc ça c'est très utile d'avoir un score qui marche pour tous les âges. Qu'il s'agisse des manifestations de douleur aiguë ou qu'il s'agisse de manifestations de douleur installée avec immobilité, voire prostration. Donc, bien sûr, ça a été initialement prévu pour les urgences, mais maintenant, on peut aussi donc s'en servir en post-opératoire. Il y a des travaux qui se poursuivent, en particulier en néonatologie et en maternité pour mesurer la douleur des nouveau-nés. Et je vous rappelle qu'il y a aussi un DVD de formation qui permet de s'approprier cet outil de façon très interactive avec des vidéos et des cotations. Voilà, je vous remercie.